Ce midi au Radio-Journal, à Tokyo, l'haltérophile Maude Charron est sacrée championne olympique. Oui! 131 kilos! COVID-19, Justin Trudeau affirme qu'il y a maintenant assez de doses pour que tous les Canadiens admissibles se fassent vacciner. Jusqu'à maintenant, on a reçu plus de 66 millions de doses. Et à Washington, début de l'enquête sur l'émeute au Capitole. Bonjour, ici Joanne Prince. Après 4 jours de compétition à Tokyo, le Canada a maintenant 8 médailles olympiques au tableau des résultats, dont une deuxième en or qui s'est ajoutée ce matin avec la victoire de l'haltérophile Maude Charron dans la catégorie des moins de 64 kilos. Jannick Tremblay était sur place. D'abord, Jannick, comment ça s'est déroulé cette compétition pour la Québécoise? L'haltérophilie, c'est 2 épreuves. Il y a l'arraché et l'épaulé jeté. Or, dès l'arraché, c'est Maude Charron qui a donné le ton en soulevant 105 kilos. Ça, c'était plus que toutes les autres concurrentes. Et à l'épaulé jeté, ensuite, elle a manqué son premier essai à 130 kilos, ce qui a probablement donné des sueurs froides à son entourage, mais elle y est parvenue, je vous dirais, la minute suivante et a enchaîné avec 131 kilos qui confirmait sa médaille d'or. On l'écoute. Ma préparation a été parfaite. C'est sûr qu'il y a eu une pandémie. Il a fallu que je m'entraîne seule dans un garage, mais on s'est tout arrangé. On a tout été très innovateurs dans nos façons de s'entraîner. Je suis vraiment très fière. Il faut dire, Jannick, que c'est une athlète qui a eu un parcours assez particulier. C'est vraiment intéressant parce que longtemps, elle a été gymnaste et c'est dans cette discipline qu'elle rêvait d'aller aux Jeux, mais elle s'est rendue compte qu'elle n'y arriverait jamais. Elle a finalement choisi l'haltérophilie, mais en plus, elle a refusé de s'exiler vers les grands centres parce qu'elle habite et s'entraîne dans sa ville, dans le Bas-Saint-Laurent. On écoute à ce sujet l'haltérophile Christelle Garlem. Elle aussi est membre de l'équipe nationale qui était venue l'encourager ce soir. Je pense qu'elle a fait beaucoup pour sa région aussi, puis représenter aux gens de région que c'est possible, que tu n'es pas obligé d'aller dans des grands centres. Fait qu'elle en est la preuve, évidemment. Alors voilà, Joanne, une médaille de plus pour le Canada. Merci beaucoup, Jannick. Je vous en prie. 66 millions de doses de vaccins anti-COVID ont été livrées au Canada depuis leur mise en marché. Il y en a donc suffisamment au pays pour que toutes les personnes admissibles soient pleinement vaccinées. C'est ce qu'a confirmé le premier ministre Justin Trudeau ce matin de passage à Moncton. Et Juliane Lapointe, le gouvernement se donne maintenant pour mission de convaincre les irréductibles. Oui, parce que le premier ministre Trudeau parle de ces 66 millions de doses reçues au pays comme une étape importante qui est franchie dans la lutte contre la pandémie. On se souviendra qu'il n'y a pas si longtemps de ça, le gouvernement était la cible de critiques, notamment de la part de l'opposition, parce que les doses n'arrivaient pas assez rapidement au pays. Mais aujourd'hui, le Canada a toutes les doses, mais encore faut-il convaincre la population de se faire vacciner. Il y a 64 % des Canadiens qui sont pleinement vaccinés et on ne voit plus le même engouement pour la vaccination qu'il y a quelques mois. Donc, le premier ministre Justin Trudeau a répété à quelques reprises aujourd'hui en point de presse à Moncton à quel point c'est important que la population se fasse vacciner. On va le voir dans les mois à venir, les gens qui vont tomber malades, les gens qui vont transmettre le virus aux autres, ça va être des gens non vaccinés. Et vraiment d'encourager tout le monde de le faire le plus rapidement possible. C'est comme ça qu'on va passer à travers. Mais là, Juliane, il y a d'autres livraisons qui sont attendues. Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire de ces surplus? C'est la grande question, surtout que les doses ont des dates d'expiration pour le moment où on va ouvrir les critères d'admissibilité aux plus jeunes et pour être en mesure d'administrer des 3e doses si Santé Canada juge que c'est nécessaire. Merci beaucoup, Juliane. Je vous en prie. Près de 9 000 syndiqués de l'Agence des services frontaliers du Canada pourraient être en grève à partir du 6 août. Toutefois, une grande partie d'entre eux devront assurer les services essentiels. Cet arrêt de travail surviendrait seulement 3 jours avant la réouverture de la frontière aux touristes américains. Éric Plouffe, le syndicat estime que la grève pourrait donc avoir plusieurs impacts. Oui, voilà, non seulement sur l'arrivée de touristes américains au pays, mais aussi sur les échanges commerciaux. La grève, si elle est déclenchée, pourrait entraîner un ralentissement du trafic commercial à la frontière et au point d'entrée. L'arrêt de travail pourrait aussi avoir des effets sur la livraison internationale du courrier et des colis par Poste Canada et d'autres services de transport. Toutefois, le syndicat n'a donné aucun détail sur la durée de la grève et les résultats des votes à ce sujet auprès de ses membres. Et pourquoi une telle menace de grève? Mais parce que ces employés de l'Agence des services frontaliers sont sans contrat de travail depuis près de 3 ans. Ils réclament des mesures pour faire cesser une culture de travail qu'ils qualifient de toxique au sein de l'Agence fédérale. On va écouter à ce sujet le président du syndicat des douanes et de l'immigration, Marc Weber. Que la discipline s'arrête, que maintenant on est discipliné pour n'importe quoi et tout, que l'harcèlement arrête,
c'est vraiment pas une bonne place de travailler maintenant. Il y a tellement de choses qu'on devrait changer et comme on dit, on est à la table pour faire exactement ça. On veut que ça soit une bonne place pour travailler. Et quelques mots en terminant pour vous dire que le syndicat réclame le retour de l'employeur à la table des négociations. Merci, Éric. Il n'y a pas de quoi. Aux États-Unis, le comité spécial de la Chambre des représentants chargé d'enquêter sur les événements du 6 janvier a entamé ses travaux. Le président du comité, le démocrate Benny Thompson, a affirmé d'emblée que l'attaque contre le Capitole était une action coordonnée. Hugo Lavallée à Washington suit les travaux. Hugo, 4 policiers présents lors des émeutes se sont succédés pour témoigner des violences qu'ils ont subies. Et leur témoignage s'est ouvert avec la présentation de vidéos assez troublantes des événements du 6 janvier. Plusieurs de ces vidéos n'avaient pas encore été présentées au public. On y voit toute la violence des événements. Les policiers frappés avec des hampes de drapeau, bousculés. Certains d'entre eux ont été aspergés de poivre de Cayenne en plein visage. Un officier a décrit avoir été battu, électrocuté avec son propre pistolet à impulsion électrique. On lui a retiré son arme de service. Des manifestants criaient « Tuons-le, tuons-le ». Tous les officiers ont dit qu'ils étaient trop peu nombreux pour faire face à la foule, mal préparés pour affronter toute cette violence. Et la commission elle-même fait l'objet de critiques. Parce que le premier choix des démocrates était la mise en place d'une commission d'enquête indépendante à l'image de celle qui a été créée après les attentats du 11 septembre. Or, un nombre insuffisant de sénateurs républicains a appuyé l'initiative, si bien qu'on se retrouve aujourd'hui avec un comité spécial de la Chambre. Or, la composition de ce comité a elle-même fait l'objet d'une controverse ces derniers jours. La présidente de la Chambre a opposé son veto à la nomination de certains républicains qui ont vu la preuve que les dés étaient pipés. Merci, Hugo. Au revoir. À Hong Kong, pour la première fois, une personne accusée en vertu de la loi sur la sécurité nationale a été reconnue coupable. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans qui avait foncé à moto sur 3 policiers le 1er juillet 2020, le jour de l'entrée en vigueur de cette loi controversée. Il a été condamné pour terrorisme et incitation à la sécession parce qu'il brandissait un drapeau qui affichait un slogan pro-démocratie. Cette condamnation crée un précédent judiciaire en confirmant que certains slogans politiques sont désormais illégaux dans l'ex-colonie britannique. Plus de 60 personnes ont été inculpées en vertu de la loi sur la sécurité nationale qui s'est imposée comme le principal outil de la répression chinoise contre le mouvement pro-démocratie.